Ravi de vous retrouver sur la chaîne géopolitique. À l'avant-veille plutôt de la rencontre entre les présidents états-uniens et russes à Genève, je voulais faire un état des relations entre les États-Unis et la Russie. Alors, si vous vous rappelez bien, début avril, on évoquait sur cette chaîne que justement les tensions entre les États-Unis et la Russie étaient à leur comble du fait que justement la Russie avait envoyé des troupes, 150 000 troupes à la frontière avec l'Ukraine, à la frontière terrestre, plus également à sa frontière navale en mer d'Azov. Et donc, on était à ce moment-là, si vous vous rappelez bien, au sommet des tensions entre les États-Unis et la Russie. L'administration Biden avait imposé à ce moment-là des sanctions dures contre la Russie, notamment sur l'achat d'obligations russes sur le marché secondaire, en les interdisant d'acheter ces obligations russes. Et depuis, en fait, on a assisté à un apaisement des tensions dans les relations diplomatiques entre la Russie et les États-Unis. Et justement, comment expliquer justement cet apaisement? C'est donc tout l'objet de cette vidéo. En effet, depuis quelques semaines, en fait, depuis l'annonce que par les autorités russes d'un retrait du partiel des troupes stationnées à la frontière avec l'Ukraine, les États-Unis semblent peut-être utiliser cette opportunité pour justement essayer d'apporter un apaisement dans les relations entre les États-Unis et la Russie. En fait, les États-Unis veulent montrer des gestes de bonne volonté envers la Russie pour leurs gestes qu'ils ont faits à la frontière à la frontière russo-ukrainienne, et profitant en fait de cet apaisement dans les tensions, le ministre des Affaires étrangères états-unien et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov et Anthony Blinken, se sont rencontrés fin avril à Reykjavik, en Islande, en marge du Conseil de l'Arctique, pour essayer d'aplanir un certain nombre de divergences, et notamment un accord a été trouvé, les États-Unis plutôt ont accepté de lever lors de cette rencontre les sanctions envers le gazoduc Nord Stream 2, qui relie la Russie à l'Allemagne. Alors on sait qu'il s'agit d'un projet que les États-Unis se battent mordicus pour qu'il n'aboutisse pas. Or, il faut savoir qu'à ce stade, 95% de ce gazoduc relie encore une fois la Russie à l'Allemagne et a été complété, a été donc achevé. Donc, il ne reste que 5% pour la relier aux côtes allemandes. Et donc, prenons acte en fait du quasi achèvement de ce projet. Le ministre Blinken a tenu un raisonnement très pragmatique, disant puisqu'il est quasiment achevé, donc levons les sanctions. De cette manière, on enverra un geste, si vous voulez, de bonne volonté, non seulement envers la Russie, en lui montrant que nous avons tenu compte de son geste de retrait et d'apaisement avec l'Ukraine, et dans le même temps, également, on apaisera nos relations diplomatiques avec l'Allemagne, car également, il faut savoir qu'il y a des tensions dans les relations germano-états-uniennes, du fait que, justement, l'Allemagne considère comme une ingérence dans ses affaires intérieures le fait que les États-Unis ont imposé des sanctions sur ce projet, du fait que l'Allemagne tient à cœur que ce projet aboutisse du fait que ce projet emmènera une certaine indépendance énergétique gazière à l'Allemagne. Et donc, le ministre des Affaires étrangères allemand, Heiko Maas, a donc pris acte avec beaucoup de satisfaction de la levée de ces sanctions, ce qui permettra en fait d'achever ce projet et que toutes les sociétés qui sont impliquées dans ce projet, pour lesquelles il y a des sociétés non russes, comme Engie, une société française, ou une société autrichienne comme OMV, ne feront plus désormais l'objet de sanctions pour justement du fait qu'ils travaillent sur ce projet. Et donc, en fait, de cette façon, Washington a montré qu'elle peut essayer d'apaiser les sanctions. En fait, pourquoi, en fait, justement, les États-Unis, qui avaient montré qu'ils montrent depuis des années, et notamment, et aussi depuis le début du mandat de l'administration Biden, qu'elle a une position très ferme vis-à-vis de la Russie, pourquoi tout d'un coup on montre des signes justement d'ouverture, d'apaisement?
Alors justement, il faut le lire de la façon sans doute suivante, hein. Les États-Unis, on le voit en fait, mènent une politique de sanctions en fait envers la Russie pour justement éviter d'en arriver à une confrontation militaire, à être obligé en fait d'intervenir militairement peut-être en Ukraine. Si vous vous rappelez bien, hein, c'est un petit peu le même raisonnement que lors de l'administration lorsque le président Obama était président et que le vice-président n'était autre que Monsieur Biden. Et donc à ce moment-là aussi, on avait tenu ce même raisonnement. On avait suite à l'annexion de la Crimée, on avait imposé des sanctions très dures envers la Russie, notamment sur son secteur bancaire, mais on avait à la place décidé de ne pas intervenir militaire et surtout de ne même pas aider militairement l'Ukraine. En fait, les sanctions devaient suffire à elles-mêmes pour justement ne pas rentrer, si j'allais dire, dans une spirale militaire. Et c'est un peu le même raisonnement que tient M. Biden en tant que président désormais, c'est-à-dire on impose des sanctions contre la Russie dans le but de lui montrer qu'on a des leviers contre la Russie, mais jusqu'à ne pas franchir, si vous voulez, la ligne militaire. Donc, imposer des sanctions permettrait donc de ne pas intervenir militairement. Et donc, en fait, en imposant des sanctions, lorsqu'on a, en début avril, lorsque 150 000 troupes russes étaient stationnées à la frontière ukrainienne, a permis, en fait, ces sanctions, selon le raisonnement américain, en fait, d'obtenir un retrait de ces troupes russes à ce moment-là, quand les sanctions ont été imposées. Et désormais, on essaie de profiter, en fait, de cette accalmie pour, justement, montrer des gestes de bonne volonté envers la Russie, qui passe donc par ce geste, mais ce geste ne plaît pas à tout le monde, et notamment à la plupart des députés aux États-Unis. En fait, on le voit comme, si vous voulez, une capitulation. Certains parlent de cadeau fait au président Poutine, et de lever justement ces sanctions. Donc on voit tout ceci intervient à l'avant, comme on l'a dit, hein, à l'avant-veille de la rencontre entre le président Poutine et Biden, qui aura lieu le mercredi 16 juin à Genève. Alors aussi, pourquoi le président Biden a décidé de rencontrer son homologue Poutine alors qu'il a eu des mots plus que durs envers son homologue. Aussi, il veut sans doute clarifier certains points, montrer sans doute qu'il ne veut pas de confrontation, et pour ça, donc, on a besoin, pour sans doute dans le raisonnement du président Biden, d'entamer un dialogue avec le président Poutine. Alors sans doute, il sera aussi évoqué la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Le président Zelensky, le président ukrainien, l'a évoqué encore récemment. Il se bat mordicus lui aussi pour adhérer à l'OTAN, qui permettrait de bénéficier de la clause de solidarité, qui permettra donc d'une intervention des autres membres de l'OTAN. Alors justement, probablement, cette question sera abordée, et on peut imaginer que le président Biden probablement confirmera que il n'est pas dans l'intérêt de l'OTAN d'une adhésion de l'Ukraine. Et donc très clairement, cette rencontre est destinée à calmer la partie russe de toutes les inquiétudes qu'elle peut avoir, donc concernant encore une fois une éventuelle adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Également, la question iranienne sera abordée, puisque en fait on a appris pendant ce week-end que depuis un article du Washington Post, on a appris que la Russie a vendu du matériel satellitaire à la République islamique d'Iran, un matériel extrêmement sophistiqué qui permettrait en fait d'envoyer donc un satellite et de pouvoir espionner. Et donc de cette manière, si vous voulez, l'Iran pourrait donc espionner ou en tout cas surveiller, disons plutôt de façon neutre, ses adversaires comme Israël ou les États-Unis dans la région. Par exemple, elle pourrait vérifier un petit peu la présence des troupes états-uniennes en Irak, voire même espionner également l'Arabie Saoudite. Et donc tout ceci est sans doute cet article du Washington Post provoque sans doute de vives inquiétudes du côté des États-Unis. Et donc il intervient à un moment donc très sensible, puisque comme on l'a souvent dit dans cette émission, il intervient au moment où on négocie un nouvel accord entre les États-Unis et l'Iran, en fait, ou plutôt une réintégration des États-Unis dans l'accord de Vienne. Et donc
justement, ceci en fait met mal à l'aise, si vous voulez, non seulement les États-Unis, non seulement la Russie, qui évidemment est un peu gêné aux encablures qu'on apprenne de telles révélations 2 jours avant sa rencontre avec le président américain, mais également pour la partie iranienne qui évidemment la met également mal à l'aise vis-à-vis des États-Unis pour négocier un retour des États-Unis dans l'accord sur le nucléaire. Et donc, tout ceci devra être clarifié par le président Poutine qui a nié une telle vente à l'Iran. Et donc, il faudra voir aussi, justement, sans doute, le président américain essaye aussi d'envoyer des bons gestes de bonne volonté envers la Russie pour, justement, casser la coopération entre la Russie et la République islamique d'Iran. Il faut savoir que toutes ces centrifugeuses, tout ceci est fourni l'aide militaire. Il y a une coopération entre les deux pays, entre la République islamique d'Iran et la Russie, par le biais de la société d'État russe Rosatom, qui aide l'Iran dans son programme nucléaire. Et donc justement, le président Biden veut essayer d'empêcher cette coopération d'avoir lieu. Qu'en sera-t-il? La Russie est toujours prompt à défendre ses intérêts économiques, malgré les objections des États-Unis. Et donc, probablement, on peut imaginer qu'il y aurait une fin de non-recevoir de la part du président Poutine. Donc, on voit beaucoup de questions encore, beaucoup de questions seront abordées. Aussi, on n'a pas évoqué la question des cyberattaques, qui sera également évoquée lors de cette rencontre. Deux sociétés américaines deux grandes sociétés américaines ont été attaquées récemment, même si la dernière est plutôt une société en fait brésilienne, mais qui a des opérations aux États-Unis. Je veux parler de GBS, la société spécialisée dans l'agroalimentaire bovine, et qui a donc été victime d'une cyberattaque et qui donc a dû arrêter plusieurs usines aux États-Unis, ce qui a posé problème notamment puisqu'elle produit 20% de la viande aux États-Unis. Donc, vous pouvez imaginer le problème que ça a pu causer, le fait qu'elle a dû arrêter pendant plusieurs jours ses opérations, du fait d'une cyberattaque provenant de Russie. Et ça a été également le cas pour Colonial Pipeline, qui gère le plus grand oléoduc, l'oléoduc reliant le nord-est des États-Unis, qui a créé une pénurie d'essence aux États-Unis sur la côte est pendant plusieurs jours. Alors bien, le président Biden a bien souligné qu'il s'agit d'attaques venant de Russie, mais pas de l'État russe, voulant bien souligner que l'État russe n'est pas complice de ces attaques. Il n'en est pas moins que les États-Unis demandent une extradition de ces gens qui mènent des cyberattaques depuis le territoire russe. Et donc le président Poutine a laissé entendre qu'il est prêt à à extrader des ressortissants russes qui seraient impliqués dans des cyberattaques, à condition qu'un traité, un geste réciproque soit aussi fait par les États-Unis, c'est-à-dire que toute personne recherchée par les États-Unis soit aussi extradée vers la Russie. Et s'il y a cette réciprocité, le président Poutine est prêt à extrader de telles personnes envers les États-Unis. Donc on voit que beaucoup de questions seront abordées, qu'il y a quand même une sorte de volonté de part et d'autre, du président Poutine et du président Biden d'apaiser la situation. Néanmoins, on voit bien que tout de même que cette rencontre a lieu dans une ambiance glaciale entre les deux hommes. Et d'ailleurs, Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, ce matin, à l'ouverture de la réunion générale de l'OTAN, du sommet de l'OTAN à Bruxelles, a rappelé que les relations entre la Russie et l'OTAN n'ont jamais été aussi mauvaises depuis la fin de l'Union soviétique.